Le 27 février 2016, la 53e édition du Salon de l'Agriculture s'est ouverte à Paris, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire, qui est désormais une habituée de l'événement, a mis à profit la journée de ce mercredi 2 mars 2016 pour célébrer dans une ambiance des grands jours la journée spéciale de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le ministre Sangafoua de l'Agriculture et du Développement rural d'annoncer officiellement la labellisation du cacao de Côte d'Ivoire. Officiellement approuvé par le gouvernement ivoirien le 24 février 2016, l'acte de naissance du nouveau label de cacao de Côte d'Ivoire, dénommé Cacao Ivoire, a été signé ce mercredi 2 mars 2016 sur les bords de la Seine entre la Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Sangafoua Coulibaly, et le syndicat du chocolat de France. Pour le ministre de l'Agriculture qui avait à ses côtés l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence M. Charles Gomis, M. Nouo Coulibaly, directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques, et de plusieurs autres officiels, dont M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à Londres auprès des organisations de produits de base. Cette labellisation du cacao ivoirien est un grand pas en avant pour donner une visibilité internationale au cacao ivoirien qui fait partie des meilleurs du monde. Nous sommes ici dans le cadre de la mission qui nous a été confiée pour promouvoir le secteur agricole. Et nous avons, comme vous venez de le constater, signé une convention avec le CIRAD. Et la deuxième étape pour nous, ce matin, il s'agit de vous présenter le projet du label Cacao Côte d'Ivoire, dont vient de parler Madame la représentante des chocolatiers. En effet, depuis la mise en œuvre de la réforme de la filière café-cacao, les producteurs ivoiriens ont été encouragés à travers le programme Quantité, Qualité, Croissance à mettre sur le marché du cacao de haute qualité. L'objectif de l'engagement signé avec les professionnels de la chocolaterie est de créer un label qui sera apposé par les chocolatiers, aussi bien industriels qu'artisans, sur leurs produits alimentaires fabriqués à partir du cacao ivoirien, produits selon les itinéraires techniques requises et dans des conditions qui respectent les normes sociales et environnementales. Par la suite, M. Nouo Coulibaly, directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques de Côte d'Ivoire, a fait une présentation détaillée du programme national d'investissement agricole, PENIA. Performance actuelle du secteur agricole et ses perspectives de développement va être faite autour de 4 points essentiels. Nous allons rappeler en introduction d'où on est parti en termes de programme de relance du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Ensuite, on parlera des performances actuelles, mais surtout assortir ces performances-là des opportunités d'investissement pour le secteur privé et aussi pour les partenaires techniques. Ensuite, viendra l'étape sur les perspectives de développement qui va insister sur un nombre de grands projets structurants, mais qui en réalité qui est la phase où nous allons passer à échelle de tout ce qui a été fait entre 2012 et 2015 pour mobiliser les ressources. Et un modèle économique a été mis en place sous vos orientations et qui se présente comme suit. Dans ce modèle, nous avons d'un côté les partenaires clés
Et pour nous, ces partenaires clés, ce sont vraiment les producteurs et les organisations professionnelles agricoles et leurs membres. Ces partenaires clés mettent en œuvre toutes les actions qui ont été inscrites dans le PNIA sur le terrain. À la suite de son brillant exposé, le ministre Sangafoua s'est prêté au jeu de questions-réponses avec la presse. Bonjour Monsieur le ministre, je m'appelle Augustin, je suis du média Event News TV. Et la question que je voudrais vous poser, c'est vrai que ce n'est pas vous qui avez fait l'exposé, mais je suis certain que peut-être celui qui est à côté de vous, le directeur, pourra vous aider à répondre à cette question. Alors, pour le renouvellement de la classe paysanne, comme il l'a dit tout à l'heure, il faut intéresser les jeunes au secteur agricole. Et cela, à tout point de vue, est une bonne chose parce que le secteur agricole est un secteur porteur. Mais il y a bien évidemment le problème des terres. C'est vrai qu'il a brillamment exposé, mais on ne l'a pas entendu sur les terres. Et nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de conflits concernant les terres. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour permettre à ces jeunes qui, s'ils avaient l'envie de revenir à la terre, pour faire tout ce qui a été dit ici, puissent être rassurés? Parce qu'on sait que ces conflits-là provoquent beaucoup de morts d'hommes et ça fait que les jeunes abandonnent le secteur agricole. Merci, Monsieur le ministre. C'est vrai, aujourd'hui, la question foncière est une préoccupation à juste titre dans notre pays, et pour deux raisons. Pour rappeler, nous sortons d'une crise difficile, dont l'une des causes a été la question foncière. Il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, nous avons, pour moderniser le secteur, il faut régler à la base la question foncière. Je crois que pour faire la révolution verte, c'est la question de base qu'il faut régler. Donc pour ces deux raisons, c'est une question extrêmement importante. Alors, le président de la République, dans son deuxième mandat, met l'accent sur la réconciliation, sur les réformes institutionnelles, pour aboutir à des institutions fortes pour la stabilité du pays. De ce fait, le règlement de la question foncière devient une priorité du deuxième quinquennat du président. C'est pour cela qu'il nous a instruit de regarder par quels moyens nous pouvons passer à une mise en œuvre accélérée de la loi sur le foncier en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons une loi depuis 1998, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est une loi qui est assez consensuelle et qui est le reflet de nos traditions en matière de gouvernance sur le foncier. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre cette loi. On peut aussi se dire que la loi a tardé à être mise en œuvre. Les raisons, on peut en parler, mais je pense que avec l'orientation du président de la République, à partir d'avril, nous allons soutenir à l'Assemblée la mise en place d'une structure qui devrait être chargée exclusivement de faire la mise en œuvre de la loi, pour qu'on puisse gagner en célérité. Mais ce que je voulais vous dire, fondamentalement, ma conviction en tant que ministre de l'Agriculture et m'occupant de cette question depuis quelques années, c'est que le problème est certes complexe, mais la solution peut être facile. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons près de 11 000 à 12 000 terroirs villageois dans le pays. Quand on nous faisait le découpage administratif, nous sommes arrêtés au niveau des sous-préfectures. Si le découpage administratif avait été poursuivi jusqu'au niveau des terroirs, on aurait réglé de près de 80% les conflits liés au foncier. Parce que fondamentalement, les conflits qui sont les plus vifs auxquels nous assistons, ce sont les conflits entre deux communautés villageoises qui se disputent les limites d'un terroir villageois. Vous voyez, pour prendre le dernier exemple, en date, nous sommes en train de délimiter des terroirs villageois sur financement de l'Union européenne et bien sûr de nos partenaires français. Et la mission est partie sur le terrain entre deux villages et avec toute la procédure requise. Les villageois, tout le monde s'est accordé pour dire voici la limite entre nos villages. Ils ont fait la délimitation. Alors, il se trouve que au moment de valider tout ça,
certains des terroirs villageois avaient vendu des terres à d'autres dans le terroir de l'autre village. Et pourtant, eux-mêmes reconnaissaient les limites. Ceux à qui ils ont vendu, quand ils ont appris qu'ils sont dans la limite d'un terroir dans lequel personne ne leur a vendu des terres, ils sont allés voir ceux qui leur ont vendu les terres pour leur dire vous nous avez vendu les terres et aujourd'hui vous dites que ces terres-là sont, selon les limites, sont de l'autre village. Alors comment notre situation va être réglée? Voilà la source du conflit. Et ils ont poussé les autres à revenir sur leur déclaration en ce qui concerne la limite du terroir. Ça a dégénéré et ça a donné lieu à des conflits. J'ai dit à mes collaborateurs et à la mission, si on avait été prévenu avant et qu'on savait qu'il y avait un tel intérêt en jeu, il s'agissait simplement d'assurer ceux qui ont acquis la terre que bien que les limites ne soient pas les limites de ceux qui leur ont vendu la terre, leurs droits seraient préservés, qu'on n'aurait pas eu de conflit. Donc la loi de 98 vise justement, c'est l'une des sens de cette loi, à protéger les droits des propriétaires, mais aussi le droit des exploitants. Donc nous pensons fondamentalement que avec les financements qui ont été acquis grâce à l'Union européenne et bien sûr à la coopération avec la France, si nous mettons en œuvre, et c'est possible de le faire dans les 2-3 années qui arrivent, si nous délimitons l'ensemble des terroirs villageois avec l'appui du ministère de l'Intérieur, nous allons vraiment, je vous assure, régler de plus de la moitié les questions liées au foncier. Parce qu'à l'intérieur d'un seul terroir, c'est très facile de savoir quelles sont les familles qui gèrent les terres. Parce que, vous savez, la société traditionnelle africaine est bien régie de ce point de vue. Elle n'est pas chef de village qui veut dans toutes les communautés. De la même manière, ne gère pas la terre qui veut. Et vous avez des propriétés collectives, et ainsi de suite. Et là, en ce moment, on pourra voir comment délivrer des titres sur des parcelles à l'intérieur d'un terroir qui aura été délimité et ajusté. Pour vous montrer sur les projets pilotes que nous avons menés ici sur la délimitation des terroirs, comme je vous dis, fondamentalement pour faire la limite entre deux sous-préfectures, les sous-préfectures sont composées de terroirs villageois. Quand nous avons fait des projets pilotes, on a commencé à délimiter les terroirs, les gens se sont dit, ils sont tous d'accord sur les limites. Et quand on a commencé à dire, bon, quels sont les terroirs qui font partie de telle sous-préfecture, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours que c'est superposé, à savoir que la délimitation des terroirs villageois va corriger les limites des sous-préfectures. Les limites des sous-préfectures pourront corriger aussi les limites des départements. Vous voyez? Donc c'est un travail qui aurait pu et dû être fait depuis. Et cela nous aurait vraiment facilité les questions de conflit sur les terres. Maintenant, sur la loi proprement dite, il faut voir 3 composants de cette loi. Il y a des terres qui appartiennent à l'État. C'est vrai que la loi de 98 a mis l'accent sur le droit coutumier, mais il reste qu'il y a des terres qui sont la propriété de l'État. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, ce que nous devons faire, c'est de reconstituer le patrimoine foncier rural de l'État. C'est important et de le préserver. Vous avez les terres qui sont régies par la coutume. Et ce sont ces terres-là, justement, pour lesquelles il y a souvent des difficultés, parce que, bon, ce sont des droits qui sont exercés depuis, bien sûr, des siècles, mais souvent transmis par l'oralité. Il y a des pertes d'informations que nous devons reconstituer. J'ai discuté avec mon collègue de Tunisie. Je leur ai demandé, mais comment vous avez fait pour régler le problème de terre chez vous? Il dit, monsieur le ministre, ce n'est pas totalement réglé. Mais je peux vous dire que nous, les questions de propriété datent de plusieurs siècles, de 200 ans, 300 ans. On savait déjà qui avait quelle parcelle, vous savez, avant même la colonisation. Donc ça a été plus facile. Et il me dit, pour les terres régies par le domaine coutumier, jusqu'à présent, on continue. Depuis 1970, nous avons commencé à identifier les propriétaires. Le processus n'est pas encore arrivé au bout. Je voulais vraiment rassurer les uns les autres que c'est une question qui est délicate et c'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais je peux vous assurer qu'avec avec la délimitation des terroirs et avec la reconstitution du patrimoine foncier rural de l'État qui permettra d'installer des projets structurants qui vont entraîner le reste. Mais je conviens avec vous que la croissance agricole qui vient d'être affichée ne peut avoir que pour conséquence une pression sur le foncier. Parce qu'aujourd'hui, mieux que par le passé,
on gagne de l'argent en faisant de l'agriculture. Et quand on gagne de l'argent, ça attire, et c'est normal, de nouveaux exploitants qui cherchent aussi des locaux de terre pour pouvoir s'installer. Donc c'est une question qui revient chaque fois. Et je voulais vraiment vous assurer. En ce qui concerne l'État, nous avons, sur la base des domaines de l'État, nous installons aujourd'hui des privés sur des milliers d'hectares pour permettre d'avoir des projets d'investissement structurants qui tiennent compte des normes sociales et environnementales. Et comme il l'a dit, ce que nous faisons en tant qu'État, c'est de créer de la richesse, mais de la richesse partagée, pour que les choses soient très claires.